Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nostro Milan, deuxième journée de championnat, deuxième match sans victoire pour nos rossoneri qui se sont déplacés sur la pelouse de Parme. Victoire des Parmesans 2 buts à 1 grâce à une ouverture du score prématurée dès la deuxième minute de Mann. Pulisic a permis à l'AC Milan de revenir en deuxième période, mais finalement Parme va reprendre le dessus à la 77e minute grâce à un but de Cancellieri pour débriefer de cette défaite. Je suis en compagnie de Diego. Comment tu vas, Diego? Bonsoir Guillaume, bonjour à tous. C'est difficile ce genre de match et notre morale est loin d'être haut avec ce début de saison, donc on peut pas dire que c'est la grande forme. C'est pas à grande forme. On a eu le week-end pour s'en remettre. Vous nous écoutez en ce lundi matin, lundi après-midi. On salue du coup cette team replay. Exceptionnellement, nous sommes pas en direct vu que vous l'avez remarqué. Il y a encore une partie de l'équipe qui est en vacances, mais dès la semaine prochaine, nous devrions être à peu près au complet et reprendre du coup les directs. Voilà, le dimanche soir comme d'habitude après le dernier match de la Serie A. La Serie A qui n'est toujours pas diffusée en France et on attend ça avec impatience de pouvoir regarder ça sur autre chose que des streams un peu foireux. Même si, bon, alors sans aucun placement de produit, mais sur les sites de paris sportifs, si jamais vous avez un peu d'argent dessus, ça vous permet de débloquer les matchs. Donc j'ai regardé ça sur un site de paris sportifs, voilà, que je citerai Évidemment, pas le comme nom. on l'a dit la dernière fois avec Marco, on n'encourage personne au paris sportif, ça Non, ruine des vies. On non, va mais ça, pas. ça peut permettre en ce moment de regarder l'AC Milan. Donc voilà, si vous Mais voulez est-ce que ça pas. en vaut la peine finalement? Non, non, mais bon, voilà, pour ceux qui voilà, n'ont pas pu voir le match, là, on essaye d'être présent, même si c'est compliqué aussi pour nous de les voir, surtout en France. Mais l'idée, c'est de vous faire, et encore une fois, cette nouvelle saison de Nostro Milan, des débriefs de match. Donc, l'équipe reste la même. Vous verrez bientôt le visage de Théo qui va revenir. Vous avez vu Marco tenir la première émission avec Diego, et c'est mon retour cette saison. Donc voilà, je suis très content encore de faire Il ça manque avec vous plus que tous. Yann et la Dream Team est vraiment au Voilà, complet, hein. ouais, mais Yann, il y en a peut-être qui l'ont pas connu avec Ouais, au point d'en cette. est, ouais. Il y a que les OG de Milan Actu et de Nostromian qui connaissent le doux accent suisse de Yann qu'on embrasse et qu'on espère voir un peu plus, euh, un peu plus souvent cette saison. Revenons du coup à cette défaite 2 buts à 1. On va laisser nos sourires de côté, mais on va un peu analyser tout ça avec toi, Diego. Une victoire du coup surprise sur la pelouse de Parme. Parme qui n'a pas un énorme effectif cette saison, une équipe largement prenable pour la bande à Théo Hernandez, Raphaël Leao ou encore Pulisic, mais un Milan qui s'est incliné 2-1. Quelle est un peu la physionomie de la rencontre, Diego? Est-ce qu'on se fait malmener? Est-ce que ça se joue à rien? Est-ce qu'on est malchanceux? Est-ce que c'est arbitrage? Pour ceux qui n'ont pas pu le voir, comment s'est déroulée la rencontre? Pour le coup, la rencontre est vraiment presque unilatérale, hein. On a un Parme qui a dominé toute la première mi-temps. Milan a pratiquement pas vu le ballon. Quand il l'a vu, c'était brouillon, pas vraiment d'occasion. Le gardien japonais Suzuki dans les cages de Parme a très peu été testé Mm. pendant la première mi-temps. Donc Parme a pu faire son jeu avec, comme on l'a dit, ce premier but qui a pris au dépourvu une défense milanaise complètement endormie sur le début de match. Il y a eu plusieurs autres occasions. Sur chaque contre, Parme était dangereux. On sentait vraiment le Milan Mm. prenait l'eau. On ne savait pas du tout ce qui se passait. Tous les joueurs étaient vraiment dans leur pire forme. Et derrière, au retour des vestiaires, on a revu un peu de jeu de la part du Milan. Ça s'est concrétisé du coup avec l'égalisation, comme tu l'as dit, servie par Christian Pulisic après un beau travail de Théo Hernandez et Leao sur le côté gauche. Cependant, à partir de ce but et des changements opérés juste après, l'entrée d'Emerson Royal et de Youssouf Fofana qui ont fait leur début donc avec l'AC Milan, Milan a de nouveau perdu le contrôle du jeu. Parme a pu jouer avec le ballon, n'a pas été pressé dans sa surface et a eu tout le temps en fait de développer ses attaques de tous les côtés, en passant par le milieu, la gauche, la droite. Il n'y avait vraiment aucune opposition de la part des Milanais. Et ce but de Cancellieri à la 77e, bah, en fait, c'est symptomatique d'une deuxième mi-temps où on avait bien commencé. Et derrière, on repère le fil du match. Et pour le coup, c'est pas comme le Torino où on sentait qu'en fin de match, on dominait, on pouvait vraiment Mm. aller égaliser ou même mener au score si on était un peu chanceux. Là, c'était vraiment, on sentait qu'on n'avait aucune chance, quoi. On s'est fait dominer presque de A à Z. Je pense on est limite chanceux de s'en être sorti qu'avec un but de différence parce que Parme aurait largement pu
plus nous en mettre plus de deux. Ouais, totalement. On a eu un Milan largement dominé, comme tu l'as dit. Même si, bon, dans les stats, on voit 17 tirs côté AC Milan, seulement 9, mais les occasions étaient bien plus dangereuses du Mm, côté de Parme. Un Milan un peu sans idée. On va parler un peu de la composition avec un Morata, du coup, qui a été blessé, en fait. Alors, on ne sait pas vraiment, mais c'est autour du match face au Torino. Okafor qui est rentré et qui a été buteur lors du premier match avait cette place de titulaire. Fonseca nous avait rassuré en avant-match en disant que c'était pas une question de remplaçant de Morata, mais surtout une question de profil pour mm, lesquels il avait préféré Okafor à Jovic en disant que Okafor avait le profil pour jouer face à cette défense de Parme et en tirer un peu un maximum de ses faiblesses. On a eu un Okafor assez timide, prendre jamais en fait la profondeur, alors qu'on mm, sait que c'est ses qualités un peu d'explosivité ou quoi. En fait, on a l'impression que l'équipe a essayé de jouer avec un renard des surfaces à la Morata, puisque on a vu beaucoup de ballons passer devant la surface, notamment avec des centres de Pulisic ou encore de mm, Leao, mais ne jamais trouver preneur au point de pénalty ou même au 6 mètres. Et en fait aussi, c'est dans toute la construction de nos attaques, c'était lent, on prenait pas trop les ailes, l'axe, beaucoup de déchets aussi, des pertes de mm. balles, Ouais, des ouais, passes énormément. imprécises. On sent une équipe qui est loin d'être rodée, alors qu'il y avait une préparation, même si on l'a pas vraiment. Alors, enfin, moi, j'ai pas été très assidu sur la préparation, mais en tout cas, on n'a pas pris de score qui laissait penser que allez, ça allait être difficile cette saison. Mm, Préparation a l'air assez sérieuse, mm. mais là, ce qu'on voit sur les deux premières journées de championnat, c'est qu'on voit pas concrètement quelles sont les idées de Fonseca. Non, pas du tout. En fait, on se retrouve avec un Milan qui, comme tu le dis, fait une préparation où on retrouvait des nouvelles idées tactiques, beaucoup de jeux au sol, des triangles, des constructions rapides qui étaient assez innovantes, surtout par rapport au jeu de Pioli sur la dernière année, qui était très stéréotypé et que toutes les équipes de Serie A avaient cramé au point où on en était. Donc, on était assez rassurés. En fait, on se disait que ce nouveau Milan pouvait vraiment faire quelque chose de sympa en Serie A. Force est de constater qu'une fois la série est arrivée, on se retrouve avec ce même jeu stéréotypé. On essaie de trouver les centres dans la surface, on essaye de jouer les ballons longs et ça ne nous réussit pas. Ça ne nous réussit pas. Cette équipe de Parme n'a pas vraiment été inquiétée, à part sur le but. Leurs défenseurs ont fait le taf. Okafor, comme tu l'as dit, n'a pas vu le jour. Nos ailiers n'ont jamais trouvé d'espace dans la surface pour pouvoir frapper. Et derrière Loftus-Cheek, on en parlera dans les performances individuelles, mais et c'est tout simplement fait aspirer par le milieu de terrain parmais. Mm. Donc c'est parmesan, pardon. C'était vraiment ce genre de match où on a buté contre une équipe qui avait une idée en fait de ce que voulait faire du match. Nous non, donc ça nous a totalement coupé les ailes en fait. On s'est retrouvé sans idée de jeu, sans plan, vraiment totalement sans aucune arme pour affronter un match qui à la base devait être relativement simple. Je sais pas si c'est une question qu'on peut se poser dès la deuxième journée, mais voilà, Fonseca arrive pas avec un gros joker dans la mesure où on n'est pas sur Mm. un Roberto De Zerbi sur Non, qui on aimerait laisser du temps. Fonseca nous a à moitié convaincus, toute la communauté est assez unanime sur le fait que c'est loin d'être l'entraîneur le plus sexy qui était sur le marché et pourtant c'est celui qui finit chez nous. mm, À voir comment il va trouver des solutions. L'année dernière, quand Pioli obtient Ruben Loftus-Cheek, Pulisic, ce genre de nouveaux joueurs au mercato, et qu'on arrive sur la première et la deuxième journée, on voit vraiment les nouvelles idées de jeu mm, de Pioli. Il y avait un changement drastique entre le Milan qu'il avait coaché pendant 3 ans et demi et qui lui avait permis de choper le Scudetto, et ce Milan un peu nouvelle génération avec les départs de Zlatan et tout, et l'arrivée d'un gros mercato quand même mm. avec Pulisic et Loftus-Cheek qui avait vraiment, et le départ de Tonali, le départ L'arrivée de de Kessié, Renders, Moussa, c'était vraiment. l'arrivée en fait de ces nouveaux joueurs et on avait vu un Pioli qui avait un football beaucoup plus offensif, beaucoup plus équilibré côté gauche et côté droit avec un Loftus-Cheek et Pulisic qui étaient littéralement en feu sur Mm, les premières journées de championnat avant que certains des joueurs connaissent des blessures et vous savez comment ça continue ensuite la saison et le début de saison était beaucoup plus compliqué en raison des blessures. Là, au bout de 2 journées de championnat,
Je ne sais pas si, Fonseca veut abandonner, souhaite abandonner le système de jeu de Pioli. Je ne sais pas s'il souhaite vraiment le reprendre. Quelles sont les consignes pour les latéraux? Parce que là, on s'est fait mais bouffer, Ouais, sur les retours défensifs. Est-ce que c'est un des milieux qui doit redescendre pour avoir une défense à 3? Parce que quand on voit le positionnement de Théo Hernandez alors, je dis pas que c'est que Fonseca, parce que les retours défensifs de Théo Hernandez, il doit les faire qu'on te dise ouais, de jouer milieu de terrain, ailier ou quoi. Quand tu es aussi loin et à la fois aussi proche, enfin, Théo Hernandez, sur les 2 buts qu'on prend, il n'est pas au niveau de Léao, il est vraiment au niveau de sa ligne de défense. C'est juste qu'il court pas, en fait. Il attend ouais, juste que l'action se passe sans faire le retour. Emerson et Théo, pardon, sur le deuxième but, surtout Emerson, est immensément haut et en ouais. position d'ailier, en fait. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations sur les consignes et ce que veut faire Fonseca avec cette équipe. Je ne sais pas encore s'il a trouvé la recette. J'espère pas qu'il a tout misé sur Morata parce qu'on voit déjà un peu les limites physiques de ce joueur et j'ai peur que on ait misé trop sur un Morata. On va voir comment vont se passer les dernières heures de ce mercato parce que ça gronde un peu du côté de la courbe à soude qui pointe du doigt le fait qu'il nous manque un buteur encore et que Morata est peut-être tout mettre sur Morata n'est peut-être pas la bonne solution. Mais en tout cas, moi, je reste assez dubitatif sur les choix de Fonseca, sur surtout la manière dont on joue. Parce que voilà, là je ne sais pas s'il faut tirer la sonnette d'alarme, je pense pas. Mais on a déjà perdu 5 points face à Torino à domicile et Parme. Et là, L'Inter va vite arriver. On se retrouve hmm. avec l'Inter qui a gagné ses 2 premiers matchs d'ailleurs. Non, 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 pardon, à gagner. qui a gagné le Ouais. deuxième et qui a fait de partout contre le Genoa pour le premier. Hmm, Ça reste évidemment donc une première contre-performance en première journée, mais ils jouent mieux que nous, ils marquent, ils sont plus hmm, dangereux dans leurs intentions. C'est pratiquement la même équipe en fait. Il n'y a eu que hmm, quelques ajouts de la part de Marotta pour l'équipe de Filippo Inzaghi, donc ça va vite arriver. Et si on veut pouvoir lutter pour le Scudetto, on peut plus se permettre de perdre des points parce que ces 5 points, c'est ce qui te coûte sur la fin de saison, c'est ce qui en 2019 nous avait empêché d'accéder à la Champions League qui nous ont presque fait perdre la Champions League il y a maintenant 1 an. Donc, faut vraiment être attentif avec ce genre de rencontre. Il faut se réveiller très vite parce que sinon, hmm. on risque de vite le regretter. On a parlé un peu de la prestation collective de cette équipe de AC Milan. Passe aux performances individuelles. Mon cher Diego, un petit top que toi tu souhaites mentionner. Pour ma part, j'ai pas réussi à en mettre ne serait-ce qu'un, mais tu as donné une mention honorable et ensuite on va s'attaquer aux performances individuelles qui nous ont coûté ces 3 points à Parme. Bah, la mention honorable, elle est pour Strania Pavlovic. Pardon, on va y arriver avec ce joueur. Il faut forcément un par saison qu'on nous ajoute qui est imprononçable. Donc, Strania Pavlovic qui a donc débuté en tant que titulaire hier soir. C'était un match en demi-teinte quand même pour ses débuts. Il y a notamment le positionnement défensif sur les 2 buts est assez douteux. Pareil que Mhm, Théo, ses retours sont un peu lents. On sent qu'il est pas vraiment dans l'action et c'est de son côté les 2 fois que le buteur arrive. Donc, c'est un peu le gros point négatif. À part ça, en fait, je le mets quand même en tant que top parce que si lui n'est pas là, en fait, on prend l'eau. On prend facile 2, 3 autres buts parce que vraiment, comme tu l'as dit plus tôt, nos latéraux étaient à 35 km de la surface à chaque fois. mhm, Tomori, on le connaît, il aime beaucoup aller sur l'attaquant dès la première touche et pour essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Du coup, derrière, quand ça partait vite en contre-attaque côté Parme, il n'y avait que lui pour tenir la baraque. Et plus d'une mhm, fois, il nous a sauvé la peau. Parce que sur un retour défensif en première et un autre en deuxième mi-temps, les attaquants de Parme étaient pratiquement tout seuls. Il vient sauver Maignan qui s'était retrouvé franchement complètement désemparé et en situation pratiquement de parfois 3 contre le gardien. C'était vraiment n'importe quoi. Donc quand même, merci aux défenseurs serbes qui nous a évité de prendre l'eau complètement sur la rencontre. Après, c'est pas non plus la performance du siècle, mais c'est déjà assez rassurant dans un match où toute l'équipe est négative que notre nouvelle recrue, celle, disons qu'on a un peu plus hypé en termes de recrutement. On s'est dit ça, c'est un défenseur, c'est le genre de joueur qui nous manque. C'est bien de voir que si
l'équipe trouve, disons, sa cohérence globale et que la défense arrive à s'organiser, lui pourra être présent et faire donc des performances qui seront encore meilleures. On va attendre encore quelques matchs avant de se poser la question de cette complémentarité entre Tomori et Pavlovic, parce que là, c'est des premières minutes qui Mm. jouaient ensemble. Donc, bon, on sait que Malik Thio, qui a quand même joué le premier match en tant que titulaire, Pas, partirait. Comment? pas fameux comme match. Non, non, pas fameux du tout même. Malik Thio, et c'est dans la continuité de sa saison dernière. On va voir si Pavlovic, qui est la recrue défensive de cet été avec le départ de Kaloulou, normalement devrait continuer et avoir de la continuité et devrait avoir pardon, de la continuité avec Tomori. Maintenant, les profils sont différents. Je sais pas trop parce que Pavlovic aussi a fait des interceptions de balles très hautes. Ouais, Le ouais, jaune qu'il prend, il est devant. ouais. La moitié de terrain. Je suis pas sûr que ça soit un couvreur, un défenseur couvreur, mais plutôt un stopper. Donc à voir avec Tomori aussi comment les deux jouent ensemble. Ça À va être voir si intéressant de Gabia aura suivre. pas sa carte à jouer aussi par rapport à la Oui, il a saison toujours dernière. sa carte à jouer. Ça dépend à quel moment de l'année. Des fois, ça arrive au mois d'avril, des fois, ça arrive au mois de janvier, des fois, ça commence avec une blessure et puis ça tient toute la saison. Gabia est une valeur sûre de notre effectif, mais pour l'instant, il n'a pas joué une seule minute et est quatrième dans la hiérarchie de Fonseca. On verra et on suivra ça de près. Place au flop, mon cher Diego. Je vais commencer avec Vas-y, vas-y. mon flop numéro un, le premier qui me vient en tête, c'est Théo Hernandez. Je vais vous laisser Emerson pour tous ceux qui vont hurler dessus, qui vont taper dessus, et il le mérite amplement sur ses premières minutes avec nous. Euh, Théo Hernandez ne fait pas un match de patron et ça devait être le joueur avec Léao qui devait sonner à révolte après ce match nul de buts à 2 face au Torino. Là, on est dès la deuxième minute, on a une équipe, voilà, on rentre sur le terrain, on fait visage fermé, nouveau maillot, etc. Ça applaudit, tadadi, tadada. Pouf, 2 minutes, on a un Théo Hernandez qui est complètement aux fraises sur le marquage, mais complètement. Calabria se fait dépasser, on l'a dit assez facilement. Il se fait prendre de vitesse. Bon, Calabria, c'est pas sa grosse qualité. Derrière, le ballon passe devant Tomori et Pavlovic qui sont très peu inspirés. On va Mm. pas se mentir. Parce que l'un ou l'autre aurait pu la dégager en corner, aurait pu faire quelque chose. Pavlovic, franchement, moi je trouve ça manque de lecture aussi et de Ouais. vista sur la trajectoire du ballon. Il se fait assez surprendre. Et puis ensuite, entre Pavlovic et Théo Hernandez, il y a un no man land où Man va réussir à marquer le but. Donc d'abord, tu dis, ouais, Calabria, ok, faute de Calabria, ok, dans l'ordre des choses, c'est Calabria qui se fait dépasser. Ensuite, tu peux regarder Pavlovic. Mais quand tu regardes l'action au ralenti, mais le retour défensif de Théo Hernandez sur cette action, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et le pire, c'est que le deuxième but qu'on prend, c'est le même. C'est le même. C'est Alors, il y a exactement le même. y a pas Calabria pour se faire dépasser parce que Emerson est en position d'ailier droit. Donc en fait, on a vraiment une attaque qui part de la gauche et qui se fait porter le ballon. Le ballon passe tranquillement devant nos défenseurs centres et qui est à la retombée? L'attaquant de Parme et qui est aux fraises alors qu'il partait pas de si loin pour le coup Théo Hernandez. Non, 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 il avait largement le temps, surtout avec sa Un, vitesse de pointe, de rattraper un quand il y allait. retour en trottinant. Et franchement, les deux buts qu'on prend, c'est clairement de sa faute. Offensivement, on l'a vu faire un peu de Théo Hernandez par-ci, par-là, dédoubler, porter la balle de très bas pour essayer de l'amener et obtenir des fautes. Mais c'est vraiment, vraiment pas suffisant. Et là, il nous coûte les points. Emerson, oui, fait un match vraiment pas terrible et tu vas amener ça. Mais Théo, c'est le leader de l'équipe. Pour moi, ça doit être le leader défensif de cette équipe aussi, parce que Tomori va découvrir un nouveau défenseur centre à ses côtés. Calabria, oui, c'est le capitaine, il devrait être aussi, mais on connaît les qualités de Calabria et on sait que dans notre équipe, c'est pas le leader technique. Théo Hernandez, lui, aspire à mieux. Normalement que l'AC Milan, il pourrait jouer dans tous les grands clubs du monde, mais là, il nous a prouvé que t'es loin d'avoir encore tout fait. Moi, j'adore, hein, je tape dessus parce que je l'aime immensément, Théo Hernandez. Mais enfin, le match de samedi, c'est vraiment du foutage de gueule, son implication. Donc voilà, moi, je tape sur Théo Hernandez ce soir. Non, pour le coup, moi, je vais continuer en mentionnant un joueur similaire parce que pour moi, c'est le même genre en fait de rencontre dans la mesure où pour moi, Raphaël Leao sur cette rencontre Mhm.
se doit de faire beaucoup mieux, surtout en termes d'attitude. On a pu Mm. voir déjà en début de match, je ne sais pas si vous avez vu passer une vidéo de la courbe à soude qui montre l'échauffement de Léao. Vraiment, il est relax, il fait rien. Vraiment, tous les autres joueurs sont vraiment là dans les exos. Et lui, il fait ça à moitié. Il est vraiment très peu concerné. Mais bon, ça, c'est un détail. Le problème, en fait, c'est que pendant la rencontre, en fait, déjà contre le Torino, on avait vu un Léo pas inspiré du tout, qui avait gâché plusieurs occasions où il était largement en mesure de marquer. Je m'en souviens de trois qui étaient vraiment évidentes. Et là, pareil, en fait, là, il n'a pas eu vraiment d'occasion franche. Et en soi, lui, il fait la passe D sur Pulisic. Mais à part ça, tu as un match qui est vide, plein Mm. d'imprécisions. Ses frappes sont complètement. S'il tire d'en dehors de la surface, tu peux être sûr que sa frappe va au moins 5 mètres au-dessus de la barre. C'est toujours pareil. Ensuite, l'engagement défensif, c'est comme d'habitude très pauvre. Il ne presse jamais. Et parce que tu peux ne pas faire le retour. C'est pas ça le problème. Mais quand Fonseca, avant le match, dit que par rapport à la physionomie du match, ils avaient décidé de presser plus haut et que tu vois que tous les joueurs en attaque pressent et que Léao est à 25 mètres de son joueur, qu'il n'est pas du Mm. tout pressé en fait d'aller récupérer le ballon, qu'en plus derrière il se fait avoir sur ses vis-à-vis plus d'une fois, c'est vraiment inquiétant parce que là, on le dira, on le redira et on continuera à le dire jusqu'à ce que ce ne sera pas réglé. C'est un excellent joueur, ses qualités sont indéniables et on ne pourra jamais cracher dessus pour la qualité de son jeu. Cependant, dans la mentalité, dans son engagement par rapport à l'équipe, c'est toujours le même joueur qu'on avait il y a 3-4 ans. Et c'est un problème, Mm. ça, parce que en fait, on a besoin de passer un cap au bout d'un moment et ce joueur-là ne le fait toujours pas. Dans son attitude, c'est pas Messi, il ne peut pas se permettre de juste marcher tout le match et de s'exenter du travail défensif. Il l'a pas mérité ça. Et donc qu'il le fasse, qu'il soit aussi peu concerné et que les peu de fois où il a le ballon, il soit aussi brouillon, bah, c'est pas normal pour un joueur qui devrait aspirer à être dans les meilleurs buteurs de série à toutes les saisons, qui doit être dans les meilleurs passeurs, qui devrait être un des meilleurs joueurs du championnat tout simplement, comme il l'a démontré pendant la saison du Scudetto et comme il n'est plus en train de le faire depuis cette fameuse saison. Pour te citer un troisième joueur, pas grand-chose à ajouter sur ce que tu as dit de Léao. Je vais te répéter mot pour mot, donc on va passer à un troisième joueur. Je vais citer celui qui devait aussi marquer des points, qui devait tirer c'est les cartes, en fait. Je pense à Loftus-Cheek, Mmh. puisque avec Okafor, c'était les deux joueurs qui bénéficiaient en fait de la blessure de Morata et du repositionnement de Pulisic à droite. Loftus-Cheek se devait de montrer, surtout que nous, alors pas que à Nostro Milan, mais on a une interrogation sur son profil par rapport à ceux qui sont dans notre milieu de terrain. Reinders, alors sauf départ de Benasser, mais pour l'instant il est parti pour rester. Mais on a quand même un milieu de terrain qui est doublé avec Fofana dans le profil de Benasser à peu près, et ensuite de Reinders avec Adli Moussa. Et on a en fait un Loftus-Cheek qui ressemble à personne, qui ne jouera pas du coup au même poste visiblement que la saison dernière où il était plutôt ce fameux 10, puisqu'il était au-dessus des deux milieux. Là, on a un Pulisic qui, sauf blessure trop longue de Morata, devrait continuer à jouer milieu offensif. Et du coup Loftus-Cheek avait une place de titulaire et devait nous montrer un peu qu'il n'était pas si difficile, enfin, ça allait pas être si facile que ça de le mettre sur le banc. Bah, il nous a montré que sa place, elle devait être sur le banc, tout simplement. Puisque si tu arrives à te faire museler et absolument être fantomatique face à cette équipe de Parme, il y a de quoi, enfin, il y a de quoi, c'est préoccupant en fait finalement. Il n'a pas existé, Loftus-Cheek. Sincèrement, Non. il était jamais au bon endroit au bon moment. Il n'était pas dans les schémas de passe. Il n'allait pas vers l'avant. C'est ce qu'on demande. En fait, voilà, et ça montre aussi que c'est pas son poste le plus évident milieu offensif. Il a Mmh. dépanné avec le départ de Brahim Diaz la saison dernière, mais dans les faits, ce joueur n'est pas un milieu offensif, n'est pas un créateur. Mmh. Ça doit être. Et du coup, est-ce que c'est une sentinelle? Non. Est-ce que c'est un Je trouve que box-to-box? ouais, Pas je pense que c'est un vraiment. 8, c'est le genre de truc où. C'est Mais un c'est pas. Reinders. C'est un Ouais. Reinders avec d'autres qualités, avec moins de technique et un peu plus de physique, mais il n'a pas l'abattage terrain d'un box-to-box. C'est pas une sentinelle non plus. Il n'a pas cette précision balle au pied. Donc en fait, on a un profil qui
l'année dernière nous a fait une bonne saison. Sincèrement, Mhm. Ouais, ouais. globalement, la saison de Loftus-Cheek, elle est intéressante pour une première saison, surtout quand on l'a recruté, où c'était un joueur très injury prone qui se pétait souvent. Mhm. Franchement, on disait du côté de Nostro Milan que c'était un joueur qui ne déméritait pas de rejoindre la sélection anglaise qu'il n'avait pas connue depuis un moment, parce Mhm. que ses performances étaient intéressantes. Il a eu le mérite de aussi pas mal stater en termes de buts, en termes de passes décisives. Là, cette saison, on lui met des bâtons dans les roues, on lui met Pulisic à son poste et on recrute un joueur comme Fofana qui est là pas pour être en remplaçant. Donc, Loftus-Cheek doit saisir chaque opportunité qui va se présenter. Et celle-ci, il l'a loupé. Clairement, il l'a loupé. Il n'a pas été présent, il n'a pas été bon. On verra s'il aura d'autres chances, mais nous, on n'espère pas parce que si Loftus-Cheek obtient d'autres gros temps de jeu, ça veut dire que d'autres joueurs meilleurs que lui se blesse, donc c'est pas non plus ce qu'on souhaite. Mais par contre, Loftus-Cheek, quand ça va faire tourner un peu sur des semaines à 3 matchs, va falloir qu'il réponde présent bien mieux que ça, parce que là, c'était trop faible. C'était pas, il était pas dedans. Non, pour le coup, je pense, en fait, ça s'inscrit dans une logique qui est assez étrange, en fait, de questionnement total, pardon, de ses propres choix de la part de Fonseca. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Salmakers qui semblait bénéficier de toute la confiance du coach et qui n'a pas vu le Mhm. terrain hier soir. Mhm. Un Jovic qui était lancé titulaire et qui hier a joué une quinzaine de minutes parce que Okafor a marqué en fin de match et que du coup, il faut faire jouer Okafor. Parce que c'est bien simple en fait dans conférence de presse de dire que tout est prévu, que Okafor doit jouer Mhm. par rapport à la physionomie du match. Mais dans les choix, en fait, on se retrouve avec une équipe qui se remet très facilement en question. En fait. Un Mhm. Chiao qui, après son premier match, est tout de suite mis sur le banc, on ne veut plus le voir, allez Pavlovic, et il ne joue pas à Chiao. Makers, le banc, il ne va pas rentrer. Chukwueze, il est rentré en fin de match, mais pareil, il a joué une quinzaine de Mhm. minutes. C'est vraiment étrange comme dynamique. Et voilà, quoi. Pour compléter rapidement sur les flops, je pense qu'on peut finir avec cette petite doublette. Moi, j'ai parlé de Calabria et Emerson qui font pratiquement le même match. Si ce n'est que Calabria, il commence son match et il fait bon, il se fait avoir par Mihaila sur le premier but. Plus d'une fois, il s'est fait avoir en vitesse, mais en soi, après sur le reste de la rencontre, il a plus ou moins géré. Il ne s'est pas Mhm. trop fait avoir. Il a pu contenir un peu son attaquant. Après, évidemment, il doit le faire parce que c'est pas un Lautaro Martinez, c'est pas un grand attaquant de Serie A, celui qu'il avait en face. Donc, il devrait être capable de tenir son vis-à-vis. Mais bon, il n'a pas réussi sur le premier but. Derrière, quand il revient de la première mi-temps, il fait en vrai un bon début de deuxième mi-temps. Il n'est pas dégueu. Et ensuite, Emerson rentre et il réussit à faire pire que faisait Calabria en première mi-temps. C'est-à-dire que l'entrée d'Emerson, c'est vraiment en fait ce qu'on nous a vendu du joueur. En fait, c'est un joueur qui a de la projection, qui a un peu plus de capacité à porter le ballon, à s'approcher de la défense adverse et à aller dribbler, centrer, mais qui derrière sur la phase défensive est absent. Et il l'a été hier soir. Sur la phase défensive, il était toujours aux fraises, beaucoup trop haut sur le terrain. Est-ce que c'est une consigne de Fonseca? On peut se le demander parce que Calabria aussi était pas mal haut. Pour le coup, derrière, il nous coûte sur le deuxième but, où bon, c'est aussi une mésentente avec Léao qui fait la passe longue. Et derrière, bah, sur ses choix défensifs, il prend un carton jaune mais qui est stupide, une intervention vraiment nulle, quoi. Mais c'est une très très mauvaise performance du Brésilien pour son début. J'espère que c'est pas la confirmation de tout ce que nous avons vendu, surtout les fans de Tottenham qui semblaient ravis de se débarrasser de ce joueur. Et on espère que pour les 15 millions qu'on a investis sur lui, il va pouvoir nous démontrer au moins, ne serait-ce qu'il est meilleur que Calabria, parce que sinon, c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre, quoi. Moi, son recrutement me fait penser à celui de ton Américain préféré, Sergino Dest, il y a 2 ans. Ce profil de joueur où tu sais que ça va vite, tu sais que ça peut se projeter vers l'avant, c'est capable de fulgurance. Maintenant, il faut une rigueur défensive. Sergino Dest était une passoire sur les peu de minutes qu'on avait pu le voir à Milan. Moi, j'ai peur un peu de ça chez Emerson. Je vais pas du tout enterrer ce joueur parce que je pense qu'il a quand même des qualités techniques et athlétiques qu'on n'a pas côté droit. Parce que Alexis Salmaker, je ne le considère vraiment pas comme un latéral droit, mais au moins comme un piston, si ce n'est un ailier. Enfin, Au moi, pire, je préfère on fait comme Pioli, on considère Moussa défenseur droit. Ça, je pense que ça peut faire mouche. Voilà, exactement. Bah, il défendra sûrement mieux que Emerson pour l'instant sur ce qu'on a vu. Mais non, mais Emerson, faut qu'il progresse cette saison là-dessus. C'est un joueur pas tout jeune, mais pas tout vieux. Il est à 26 ans. Il a des lacunes défensives. On le savait. On a vu 20 minutes. C'est la première chose qui nous saute aux yeux. Maintenant, c'est un joueur qui doit travailler là-dessus parce que
même si sur le papier, Calabria est loin d'être le joueur le plus indiscutable de notre effectif, c'est le capitaine qu'il va falloir déloger. C'est le dernier Italien de notre composition. Si tu nous enlèves Calabria, il n'y a plus un Italien dans le 11 titulaire. Donc, mine de rien, il va falloir, Emerson va falloir travailler pour aller te déloger un Calabria. Je pense qu'il en est capable parce qu'il a des qualités, encore une fois, qui peuvent être intéressantes. Moi, j'espère qu'il va bouger un maximum Calabria. Si les deux peuvent se tirer vers le haut, plutôt que Calabria éteigne toute concurrence, ce serait meilleur signe pour la saison de l'AC Milan. Donc voilà un peu moi ce que j'en pense de Emerson aussi sur ces quelques minutes de temps de jeu. On va refermer du coup cette partie sur ce match face à Parme. Vous avez l'habitude, on va pas déroger à la formule qu'on aime tant et que vous aimez tant depuis des années. La troisième partie, c'est un petit débat. On avait fait, dans l'été, au début de l'été, une grosse émission un peu sur nos jeunes, qui restent, qui partent, qu'aux pensées et tout. On a eu nos quelques larmes tirées pour les départs de Simic. On a vu aussi là quelqu'un qui nous avait un peu hypé pendant la Primavera partir à Cremonese pour un Marco truc Nasti, ouais. Marco Nasti gratuitement. On a du Maldini qui a fait ses valages. On a du Colombo qui, au moment où on vous parle, a marqué un but et une passe D pour éteindre la Roma de Daniele De Rossi. Là, ce soir, on va vous parler du Milan Futuro. Le club a beaucoup communiqué dessus. Mhm. Nous, on a un peu parlé aussi de ça, mais l'idée, c'est que là, il y a eu deux journées de série C. Il y a eu 2 journées de coupe d'Italie Série C, donc la coupe de la Série C, et une journée et là, celle qui vient d'avoir lieu, c'est la première journée donc, du championnat de Série C. Donc, Diego est un peu notre reporter, entre guillemets, notre expert du Milan Futuro, puisque vivant en Italie, il peut avoir accès Surtout à assez ces matchs. chômeur pour avoir le temps de regarder des matchs de Non, non, Série non, C non, 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 non. contre Ascoli. Contre Ascoli, le dimanche à 21h en prime time, c'est sûr. Mais parle-nous un peu de cette équipe. Diego, ma première question, c'est un peu quels sont les joueurs à suivre dans cette équipe de Série C? Quelles sont leurs ambitions? Est-ce que l'idée, c'est de faire toute la saison en Série C pour, je ne sais pas, progresser face à des équipes de Série Mhm. C, qui, mine de rien, on en a parlé, il y a du Ascoli, il y a de la Spal ou quoi. L'idée, c'est cette antichambre du club. Est-ce que ces joueurs-là participent aux entraînements avec les joueurs la semaine pour ensuite évoluer en réserve? Comment ça se passe un peu? Bah, alors, c'est un projet qui a été lancé un peu dans la continuité de la Juve et de l'Atalanta, qui l'ont fait avant nous. C'est un projet qui leur a pas mal réussi, surtout pour la Juve, qui a tiré pas mal de talents. On a eu du Yildiz qui est sorti de la Juve Next Gen la saison passée et qui donc maintenant est titulaire, a récupéré le maillot numéro 10 avec les Bianconeri. Donc ce Milan Futuro, c'est un projet qui était dans les cartes depuis un petit bout de temps. Il a enfin été lancé donc avec un effectif qui est basé, disons, sur l'équipe de Primavera qui a atteint la finale de Youth League la saison passée. On retrouve plus ou moins le même 11 de départ, avec quelques recrutements venus d'autres équipes, un joueur ou deux qui sont un joueur ou deux qui sont des vieux briscards de série C pour venir, disons, renforcer le groupe. À Mhm, part ça, donc c'est une équipe extrêmement jeune qui va se coller à un championnat physique dans lequel les attaquants jouent beaucoup sur l'intelligence et sur le placement plutôt que sur les qualités techniques à proprement parler. Les défenses sont rugueuses. C'est vraiment disons, le scénario parfait en fait pour faire grandir ces joueurs. On a une génération plus ou moins dorée là qui se profile pour l'AC Milan et comme on les a déjà vus la saison passée, donc on a du Francesco Camarda qui est la grosse star qui a marqué 2 buts la semaine passée donc dans le match de Coupe d'Italie Série C. On a Kevin Zeroli, le capitaine, donc, qui est une excellente pépite au milieu de terrain, un joueur avec un gros battage, un gros volume de jeu qui peut couvrir que ce soit mhm, l'attaque et la défense, un vrai box-to-box. Sur la défense, on a Bartezaghi, qu'on avait vu quelques fois la saison passée, et évidemment Alex Jiménez, qui avait beaucoup tapé dans l'œil lors de ses entrées, lors des blessures de Théo Hernandez. Et disons que ça, c'est les quatre noms à retenir le plus.
À part ça, évidemment, on a beaucoup de petits noms, des mecs qui ont fait des stats la saison passée en Serie A, du Diego Sia, Filippo Scotti, le gardien Lapo Nava, qui avait figuré avec l'équipe première la saison dernière, Noah Ravert, le gardien français, qui avait brillé en Youth League avec ses arrêts de penalty. C'est une bonne grosse génération de joueurs très sympas qui se profilent. Il y a des meilleurs, il y a des moins bons, hein. Il y a aussi quelques joueurs qui sont dans la continuité de la production en fait milanaise sur ces dernières années, quoi. On avait des joueurs qui sortaient de la Primavera et qui étaient loin d'être fameux, quoi. La génération, disons que l'époque de produire des Maldini et des Baresi est finie depuis un bon bout de temps. À part Locatelli, Donnarumma et Calabria, on n'avait pas sorti grand monde de très intéressant depuis longtemps. Là, on sent qu'on peut faire quelque chose avec ce projet. Donc, prendre de l'expérience en série C, faire des saisons complètes, se mettre du football dans les jambes et ensuite pouvoir intégrer le groupe avec des entraînements qui se font séparément, mais que Don Fonseca a quand même la vision tout le temps parce qu'ils se font à Milanello. Donc, c'est quand même une question d'avoir un groupe d'autour de 50 joueurs pour l'entraîneur de l'équipe pro et de pouvoir donc choisir et de boucher les trous en cas de blessure ou de grosses défaillances dans l'effectif premier. Voilà, c'est vraiment l'équipe réserve, c'est rien à voir avec la Primavera ou même si en fait dans notre équipe type, on allait chercher les joueurs de Primavera vraiment en cas de blessure sur doublé sur un poste. Mm. Là, l'idée c'est que ça reste une équipe pro. Du Ouais. coup, ils ont les statuts professionnels. Camarda a signé d'ailleurs sur plusieurs années, Zeroli aussi. C'est des contrats pro, donc c'est des joueurs qui sont susceptibles de venir dépanner ou en cas de grosse performance, peut-être même rejoindre un Mm. groupe professionnel. Par exemple, un Zeroli, s'il devient un gros joueur et qu'en fait, il démonte tous les milieux de terrain de série C, c'est un joueur qui peut à terme rentrer dans la rotation de AC Milan, même si le but, c'est de ne pas de les projeter, mais cette équipe de série C, autant la Primavera, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans de développement avant de prétendre pouvoir rejoindre le groupe pro, autant ces joueurs de Primavera sont des joueurs un peu plus âgés, de cette équipe de série C, pardon, sont des joueurs un peu plus âgés, et en fait, dès lors que ça explose, on peut immédiatement en fait les faire monter avec l'équipe A. Ou même les vendre, en fait. C'est ce que fait la Juve aussi avec son projet. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un groupe de 25 joueurs, le Milan Futuro. Pas tous vont pouvoir prétendre à une place de titulaire. C'est Hmm. impossible. Donc, on va devoir, évidemment, on va devoir vendre certains. Et le but, justement, c'est de valoriser certains joueurs qui vont avoir des saisons complètes dans les jambes, des apparitions en Serie A quand il faudra boucher des trous et qui donc vont permettre voilà, de rapporter de l'argent. Contrairement à ce qu'on fait maintenant, on se retrouve avec des Nasti, des Madini qui partent pour zéro, avec des pourcentages à la revente, certes, mais qui derrière réussissent beaucoup mieux dans d'autres équipes et pour lesquelles on n'a absolument on tire absolument aucun bénéfice. Donc en fait, c'est un projet qui a valeur de voilà donc d'accorder plus de confiance aux jeunes qu'on a pu faire par le passé. Là, par exemple, donc ce week-end n'a pas été le cas, mais a priori, la raison pour laquelle on ne recrute pas de troisième attaquant, c'est que le club a tendanciellement envie de faire confiance à Francesco Camarda en cas de gros bouchage de trous si jamais on venait à manquer au niveau de Jovic ou Morata. Camarda devrait avoir sa chance en équipe première. Donc ça, c'est, disons, le recrutement de Longo, donc, qui a 32 ans, si je ne m'abuse, pour le Milan Futuro, je crois, rentre dans cette dynamique où justement, on prend un joueur qui pourra assurer si Hmm. Camarda doit monter avec l'équipe première. Et derrière, Camarda, il va jouer, sinon, à part ça, tous les matchs titulaires avec le Futuro. Hmm. Donc, ces joueurs-là, ils vont pouvoir avoir leur chance. On se limite dans certains postes, pareil avec du coup le remplaçant de Théo Hernandez, qui devrait, a priori, à part si Terracciano confirme sur ses apparitions pendant la pré-saison, ça devrait être le remplaçant direct de Théo Hernandez sur la gauche. Donc ouais, c'est une question de vraiment donner de la confiance aux jeunes, se retrouver dans des situations où, comme la Juve qui a pu lancer des Miretti, des Fagioli et des Yildiz dans l'équipe première et qui maintenant sont des Hmm. joueurs fixes en fait de cette équipe, de pouvoir toujours développer ces jeunes. Et en plus, ça s'inscrit dans une dynamique en fait de les développer avant. Parce que la génération de Zeroli, lui c'est un 2005. Maintenant si je ne me trompe pas, donc voilà, il a fait 19 ans, il va en faire 20 la saison prochaine. Camarda, Liberali, par exemple, ils ont 16 et 17 ans respectivement. Hmm. Et ils vont déjà avoir une saison pro dans les jambes complètes. Ça va nous permettre en fait de pas plus avoir ce truc où est-ce qu'on hésite, on leur donne des petits bouts de match, on les envoie Hmm. en prêt par-ci par-là. On a une base sur laquelle on peut leur donner les mêmes bases tactiques parce que Hmm. la formation est la même. Daniele Bonera, donc qui est l'entraîneur de l'équipe, s'est adapté au 4-2-3-1 de Fonseca et joue avec la même formation. Comme ça, les joueurs auront les mêmes principes qu'ils pourront Hmm. appliquer une fois
une fois arrivé en équipe première. Donc, ça nous donne donc des bases tactiques et des bases physiques pour pouvoir jouer en Serie A. C'est pas le championnat le plus simple pour les jeunes. Souvent, certains profils plus maigres, plus jeunes, les pieds trop pélégrés, ont pu se casser les jambes parce que voilà, les blessures, l'intensité, ils n'ont pas pu la tenir. Donc, c'est un projet qui, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un projet qui a vocation à être de long terme et qui a vocation à toujours être alimenté de nouveaux joueurs qui vont sortir et rentrer et toujours avoir une base qui pourra toujours apporter quelque chose à l'effectif. D'un jour à l'autre, on verra pas franchement le changement. Mais quand on pense à un Camada qui maintenant a 16 ans, l'équipe c'est une U23, donc tendanciellement il pourrait encore y passer. Allez, si c'est vraiment le monstre qu'on nous dit, il peut encore passer une ou deux saisons là-bas Ouais, pour se ouais. développer entièrement, même au niveau physique, et derrière arriver en Serie A comme un buffle et tout Mm, casser. Donc c'est vraiment le genre de projet où il n'y a aucun désavantage à l'avoir en fait. bien sûr. Ça nous permet de juste faire tourner nos jeunes, leur donner de la valeur marchande, faire améliorer ceux qui sont là pour rester. Mm. Et puis ne pas attendre un prêt et la fin d'un prêt pour les relancer. Parce que pour des joueurs comme Maldini, Colombo, etc., Giannini, tout ça qu'on a envoyé. évidemment que tu peux pas les envoyer en série C en prêt. C'est des joueurs qui maintenant qui ont goûté au monde pro, tu peux pas les envoyer en série B ou quoi. Pour des joueurs qui commencent leur carrière, effectivement, tu les laisses, ça évite de les prêter à Ascoli ou à d'autres clubs comme ça pour leur donner du temps de jeu parce qu'à Milan, la marche est trop haute. Mais en revanche, si jamais tes joueurs de ton équipe C, enfin de ton équipe de série C, mais du coup de ta réserve performent, tu peux directement les mettre et les pousser en première, en équipe première. Merci Diego pour ces précisions. On vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle émission en direct, on l'espère, mais normalement ça ne devrait pas être un souci. Euh, Commenter. On a remis la monétisation à jour pour cette saison. Donc, on a besoin de vous pour être référencé encore plus. Voilà, pour continuer de vous proposer ces émissions-là. Peut-être quelques surprises dans l'année. On va essayer de voir un peu comment on peut pimenter cette saison du côté de Nostro Milan sur les différentes plateformes, réseaux sociaux. Donc, restez bien connectés à Milan Actu. On vous souhaite une bonne semaine avec Diego et puis prenez soin de vous et rendez-vous le week-end prochain. Ciao! Wow.